Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Emmanuel Ayache, la référence française du Krav Maga. Quel est exactement cet art martial? Est-il codifié? Existe-t-il des compétitions? Mais surtout, comment s'organise l'entraînement? Avant le podcast, je dois vous le dire, je n'y connaissais pas grand-chose. Désormais, j'ai presque envie d'essayer. J'espère donc que vous passerez encore une fois un bon moment. Bonne écoute. Salut Manu, t'as la forme ou quoi? Écoute, grande forme Rudy, ça me fait très très plaisir d'être là avec toi. Écoute, c'est un podcast un peu particulier pour moi parce que le Krav Maga, c'est drôle, mais moi j'en ai entendu parler au début des années 2000, donc pour avoir écouté une de tes interviews et en fait quelques recherches, a priori ça a apparu un peu là en France, dans ces eaux-là, et c'était sur les forums de muscu. C'était une pratique de sport de combat qui était assez Ouais. populaire, et c'est un peu ma première question, c'est est-ce que le Krav Maga c'est un sport de combat? C'est le fameux débat, c'est la fameuse Ouais, question je sais pas, que tout le c'est monde un se sport de combat pose. ou pas? Est-ce qu'on est sport de combat? Moi, je dirais non. Après, sur le thème, le mot art martial, pourquoi pas, tu vois? Art martial, art de guerre. Le Krav Maga, ça vient du combat, ça vient du terrain. Pourquoi pas? Mais en fait, on essaye de s'éloigner du mot sport de combat parce qu'on essaye de pas avoir les codes sportifs avec des règles, avec une façon de travailler, avec quelque chose de très codifié, parce qu'il y a une crainte par rapport à ça, c'est si jamais il y a des règles, on sort de ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller pour sauver sa vie sur la voie publique, tu vois. Pourtant, de ce que j'ai cru comprendre, toi tu fais partie de la commission nationale Ouais, qui est rattachée à la fédé de karaté. tout à fait, tout Donc, à fait. donc tu vois, là-dessus, est-ce que c'est quand même encadré? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des compétitions de Krav Maga? Alors, jusqu'à il y a quelques années, le Krav Maga était complètement libre. Et à un moment donné, il y a des démarches qui ont été faites pour pouvoir un peu protéger le Krav Maga, pour pouvoir aussi avoir des diplômes officiels, parce que tant qu'il n'y a pas de diplôme officiel, chacun fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Et donc les démarches ont été faites et on a rejoint la Fédération française de karaté, qui a délégation de pouvoir par le ministère Jeunesse et Sport et qui peut délivrer, tu vois, des BE, des BP, des DE, pardon, des BP, etc. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé de rejoindre parce que ça m'intéressait aussi de pouvoir proposer à mon courant d'avoir des diplômes officiels qui permettaient de protéger. Et puis, on travaille quand même dans des dojos, dans des installations municipales, et ça rassure également les mairies d'avoir des diplômes et des gens qui sont diplômés officiellement en France. Donc là, il y a un BP Krav Maga? Mm. Exactement, BP, DE et tu peux même monter jusqu'au DES. Ah ouais. Donc c'est plutôt cool. Après, effectivement, voilà, on a dû rejoindre une fédération officielle sportive. Est-ce qu'il y a des compétitions? Idéologiquement, non. Maintenant, pour pouvoir mettre un petit peu, tu sais, ce sentiment de compétition, pour pouvoir euh, se tester un petit peu pour pouvoir avoir ce pic d'adrénaline, on a créé des compétitions, on a créé deux types de compétitions. Alors, ça crée aussi au sein du Krav Maga pas mal de tension parce que tu as les gens qui sont complètement anti-compétition. C'est complètement dingue, vous faites n'importe quoi, vous êtes en train de mettre des règles. Et d'ailleurs, j'ai entendu que c'était un peu comme ça aussi au karaté, tu sais, dans les années 70 ou 80. Le karaté traditionnel, il était assez violent. Et à partir du moment où il a été encadré, on arrive à un karaté qui est beaucoup plus light, à la touche, pas sans fioriture, mais tu vois, en tout cas, sans risque, quoi, avec le moins de risque possible. Et dans le Krav Maga, on avait un peu peur de ça. À partir du moment où tu commences à rentrer dans un système de règles, à partir du moment où tu commences à mettre des compétitions, donc on a une compétition technique, on a une compétition combat. Tu te doutes bien, par exemple, qu'en Krav Maga, si jamais je peux mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un pour sauver ma vie, je vais le faire. Maintenant, en compétition, il est hors de question de mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un parce que sinon, il y a vraiment des risques graves. Donc voilà, on n'a pas le droit de taper quand la personne est au sol, on n'a pas le droit de taper dans le dos, on n'a pas le droit. Il y a plein de choses.
Mais cependant, c'est vrai que ça permet de mettre les gens en compétition, ça permet de pousser les pratiquants, ça permet de créer une nouvelle activité. Donc il y a des avantages et il y a des inconvénients. Tu vois, moi, je suis plutôt dans le groupe des gens qui supportent la compétition et qui proposent les compétitions et qui conseillent aux gens d'en faire au moins pour aller se tester sur autre chose que la pratique en club, quoi. Comment on gagne un combat en compétition de Krav Maga alors? Alors, pour les compétitions techniques, bah, c'est un peu comme les katas en karaté. Il y a une équipe qui vient présenter toute une série de techniques. Il y a une deuxième équipe qui monte sur le tatami qui présente une autre série de techniques. Et les juges vont choisir quelle est l'équipe qui est le plus technique, les mouvements les plus propres, le cardio le plus présent, qui ont des méthodes qui fonctionnent le plus par rapport à l'autre. Donc, on va comparer les deux et tu montes comme ça dans le classement. Et pour la partie combat, eh bien, ce sont des rounds qui durent très, très peu de temps. Ça dure 15-20 secondes et tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que tu es dos à ton adversaire et l'adversaire en face, il peut prendre un bâton, il peut prendre un couteau, il peut être à main nue. Évidemment, c'est avec protection, avec casque, gants, etc. Et au top de l'arbitre, les deux se font face et se rentrent dedans. Et le but, c'est d'essayer de pas prendre de coups de couteau, d'essayer de pas prendre de coups de bâton, d'essayer de pas prendre de coups de poing, etc. Théoriquement, le KO est autorisé, mais dans la pratique, ça arrive quasiment rarement. Tu vois, sur 10-15 secondes, c'est très, très compliqué d'aller mettre un KO. Mais en tout cas, c'est du contact maximum. Et après, on change les rôles. Et pareil, c'est au jugé entre les deux qui s'est défendu le mieux, qui a réalisé des actions les plus pertinentes. Et on va juger l'un par rapport à l'autre de cette façon. J'allais dire, là, ça commence à partir, à mon avis, dans des débats, des querelles, qui a fait la meilleure technique, qui c'est. Tu vois. Écoute, on fait confiance à nos juges. Les juges, ils sont formés. Il y a plusieurs juges qui sont présents. Donc, il faut avoir la majorité des juges pour gagner. Et après, oui, s'il y a un recours, bon, bah, il se passe des actions et puis on regarde ce qui s'est passé aussi parce que les combats sont filmés. Donc ça peut se faire. Mais dans la pratique, on en a fait déjà plusieurs. C'est assez jeune, hein, c'est quelques années seulement. Donc, on en a fait déjà plusieurs des compétitions et ça se passe toujours bien et ça se passe toujours dans la bonne entente. Et toi, t'es passé justement par un peu les compétitions, vu que toi, ça fait un moment que t'es là, ça fait plus de 20 ans. Est-ce que, pour, j'ai envie de dire, ta crédibilité, ta légitimité aux yeux des autres, t'as dû passer un peu par les compétitions? Non, moi je suis un dinosaure. Moi, je suis passé directement par la case commission nationale, juge, encadrement, parce qu'ils avaient besoin des hauts gradés pour encadrer. Tu vois, je suis ceinture noire 6e dan. C'est nous en fait, c'est la commission nationale qui a réfléchi sur la mise en place des compétitions. Donc on pouvait pas être, on voulait pas être juge et partie. On était très présent sur les premières compètes pour organiser la compétition, pour encadrer la compétition, pour arbitrer la compétition. Et après, progressivement, les juges ont été formés. Et du coup, bah, nous, on se met un petit peu plus en retrait. On vérifie que toute la compétition se déroule dans les meilleures conditions, mais on n'est pas impliqué au niveau participant. Comment ça se passe le passage de ceinture? Parce que, tu vois, dans mon idée, dans ce que je pensais du Krav Maga, en faire toutes ces recherches, et ce que j'en avais cru comprendre, c'est que c'était surtout une activité d'autodéfense, un sport d'autodéfense. Mm. Et donc j'ai vu qu'il y avait des passages de ceinture. Donc là, tu dis que t'es ceinture noire 6e dan. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme les autres arts martiaux, à savoir ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, il y a tout ça? Oui, c'est ça. Tu as le même système que la fédé de karaté, hein, de la blanche à la noire. Après, les passages de grade, bah, ça dépend un petit peu des organisations. Ça dépend un petit peu des courants. Moi, je sais que dans mon courant, donc Krav Maga Global France, c'est moi qui ai créé cette organisation il y a 10 ans. L'objectif, c'est de valider vraiment le niveau de compétence des élèves à chaque niveau, même s'ils passent la jaune, même s'ils passent l'orange, etc. Et du coup, on a des passages de grade où il y a une partie technique pour valider que la personne maîtrise les techniques demandées, mais aussi les anciennes techniques, parce que si jamais il ne retient que les nouvelles choses et il a oublié ce qu'il a fait avant, ça va pas. On a une partie physique aussi, donc parce que le passage de grade, il est assez physique, il dure assez longtemps, il peut durer plus la personne va avancer
dans les grades, plus ça va durer longtemps, mais on va dire qu'au minimum, c'est 1 heure et demie, et au maximum, ça peut être 6-7 heures, tu vois, d'activité physique plutôt intense. Là, on est mercredi, il y a 3 jours, j'ai animé un passage de grade pour des instructeurs. On a fait 6 heures de passage de grade, où c'est du non-stop. Alors, évidemment, il y a des pauses, etc., mais t'es testé non-stop. Donc, il y a la partie technique, il y a la partie physique, il y a la partie mentale également qui est testée, avec des exercices de combat, avec des exercices de prise de décision, avec des exercices sous surprise, avec les yeux fermés, tu sais pas ce qui va arriver, etc., avec beaucoup de choses qui sont en lien avec le mental et le fait de vérifier que la personne continue à avancer même si les heures passent et même si la fatigue s'installe. Et la dernière chose, c'est la partie tactique, où aussi on vérifie quelle prise de décision la personne fait pendant le passage de grade. Est-ce qu'il va systématiquement au combat, ou est-ce que parfois il essaye de désamorcer l'agression, de communiquer, de prendre sa distance, d'utiliser peut-être des objets qui sont dans l'environnement. Et donc voilà, les 4 aspects sont réellement testés. Et ça, tu sais, hein, en Krav Maga, c'est un peu comme dans n'importe quel système. Tu as plein de systèmes différents. C'est la spécificité de Krav Maga Global France. Ouais, c'est énorme tout ce que tu me dis, parce que ouais, dans mon esprit, le Krav Maga, c'était vraiment l'autodéfense. Il n'y avait pas spécialement de passage de ceinture, il n'y avait pas de compétition. Là, ça s'est quand même sacrément ouvert, ou j'ai envie de dire démocratisé, pour que ça plaise à un plus grand nombre. En fait, historiquement, le Krav Maga c'est né officiellement en 1948. Et c'est resté sous cette forme-là dont tu me parles. Ça veut dire pas de compétition et pas de grade jusqu'à 64. Mais pourquoi? Parce que c'était que pour les besoins de l'armée. À partir du moment où le fondateur du Krav Maga, il a pris sa retraite, il avait 54 ans en 64, il a continué sa vie avec ce qu'il savait faire. Tu vois, il a ouvert un club de Krav Maga, mais du coup, il a dû faire pivoter ça vers les civils. Et quand il a fait pivoter ça vers les civils, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau des arts martiaux? Et il a vu que tout le monde mettait une ceinture. Donc, il a dit, il va falloir que je fasse pareil pour que les gens comprennent ce que je fais. Et donc, il a commencé à mettre même le vrai kimono, avec le haut du kimono, le pantalon de kimono et la ceinture. Quelques années après, il a abandonné le haut du kimono et il a gardé juste t-shirt, pantalon et la ceinture. Et quelques années après, il y a eu des courants qui ont abandonné aussi les ceintures, mais au profit de grades avec des chiffres. Et nous, KMG, au niveau mondial, on est aussi avec ce système. C'est comme des espèces de barrettes, si tu veux. Donc, ça faisait le rappel avec l'armée. Et du coup, il y a même plus de ceinture. Donc, officiellement, je suis chez KMG expert 5. Et en France, je suis ceinture noire 6e dan. Ok. Ça me surprend plutôt. Je sais pas si c'est positif. Comment tu vois toi ces évolutions? Est-ce que c'est positif pour toi justement? Moi, je trouve que le système de grade, il a des aspects très positifs. Ça aussi, le système de grade, tu sais, c'est aussi des gros débats dans. Ben oui, c'est dans pour ça que je te dis ça. Parce que moi, je vois en muscu, j'ai essayé de faire ça à un moment pendant des années. Et j'ai vu que justement, ça plaisait aux gens et tout. Mais pour moi, c'est un peu ça dénature un peu, j'ai envie de dire, la pratique individuelle que tu fais normalement pour toi. Dès que tu as le passage de grade, tu vas te comparer un peu à autrui. C'est ça. Alors, ça a du pour, hein, et ça a aussi du contre, mais ça rend l'activité peut-être un peu moins pure, tu vois. Et moi, j'avais dans cette idée que le Krav Maga, c'était vraiment un truc très, très pur, tu vois. En fait, moi, je conseille aux gens de passer les grades pour plusieurs raisons. Et aussi, je leur rappelle que c'est pas parce que tu as un grade que tu es meilleur ou que tu es moins bon que quelqu'un d'autre, tu vois. Ça veut dire, on va dire, t'es ceinture marron, ça veut pas dire que tu dois avoir un ego démesuré et regarder un ceinture jaune en te disant, voilà, je lui explose sa tête, je suis le meilleur, etc. C'est-à-dire que je ramène toujours l'ego au niveau où il doit être, et de pas penser que un grade, ça change tout. Cependant, le fait d'avoir un grade, ça te permet quand même de valider officiellement des compétences techniques, tu vois. C'est une bonne chose d'avoir ces grades, parce que si on mettait pas de grade, à n'importe quel moment, tu saurais pas vraiment où t'en es. Est-ce que tu as appris les techniques? Est-ce que tu les as pas apprises? Tu vois, on a un nombre de techniques spécifiques par grade. Donc, en fait, plus tu progresses, plus tu dis, OK, il y a ton instructeur qui te dit, je valide que tu as maîtrisé ces techniques et je valide que tu n'as pas oublié les anciennes, tu vois. En ce sens, je trouve ça cool. Et la deuxième chose pour laquelle je recommande vraiment aux gens de passer leur grade,
c'est un peu la façon dont les grades sont déroulés. Tu vois, le stress que tu as pendant un passage de grade, ce que tu vas vivre, ce que tu vas en retenir, parce que c'est un peu comme les gens qui veulent faire une Spartan Race ou qui veulent faire un marathon, ou qui veulent faire, tu vois, une épreuve comme ça. Quand tu vas faire un passage de grade et que ça dure 2 heures, 3 heures, que t'en chies un peu, que tu as des combats contre des gens que tu connais pas très bien, qu'il y a des combats où on pousse un peu plus loin, bah, c'est un challenge différent que les cours en salle réguliers, tu vois. Et la troisième chose, c'est que pendant un passage de grade, on fait le point exact sur les techniques que tu maîtrises et ce que tu maîtrises pas. Et on te dit, voilà, si tu veux continuer à progresser, eh ben, il faudrait que tu améliores ça, 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 ça. Et c'est rarement fait de cette façon dans un club aussi. Tu vois, quand tu as 1 heure et demie de cours, bah, tu vois 2, 3 techniques. Là, dans un passage de grade, tu peux faire 50 techniques, 60 techniques. Donc, tu vas vraiment avoir un feedback de l'instructeur qui te juge ou du jury qui est assez exhaustif et tu as presque ta feuille de route pour le futur, quoi. Pour les 3 prochains mois, voilà, il faut que j'améliore ça, 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 ça. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment les avantages de mettre des passages de grade et de participer au passage de grade. Voilà, alors j'en viens à ma question essentielle. Comment on s'entraîne alors au Krav Maga pour performer? Est-ce que toi, par exemple, je sais pas aujourd'hui quelle est ta pratique, mais dans tes meilleures années, tu t'entraînais tous les jours, plusieurs heures par jour pour progresser au Krav Maga? Parce que tu sais, j'ai entendu dans un podcast que tu as fait avec Greg, donc avec Gregot. Ouais. Tu Ouais. fais plus trop de podcasts, Greg, si tu nous écoutes, bombarde, hein. Il faut Et reprendre. c'était bien, il posait des bonnes questions, tout ça. Ah, Et c'était tu cool. parlais dans l'échange avec lui de maîtriser 10 mouvements, tu vois. Et là, tu me parles de 50 mouvements, tout ça. Donc moi, je me dis 50 mouvements, je me dis, il faut s'entraîner tous les jours, tu vois. Si t'es vraiment à fond Krav Maga, que tu veux être le meilleur possible, en fait, tu t'entraînes toujours. Est-ce que toi, ça a été ton quotidien de t'entraîner plusieurs heures par jour euh, pour arriver à ton niveau d'aujourd'hui? Hmm. Alors moi j'ai eu une pratique assez particulière parce que j'ai eu la chance en 2000 de partir vivre en Israël, de rentrer dans le système militaire et de devenir instructeur de Krav Maga à l'armée. Donc j'ai eu comme une espèce de piqûre intensive, tu vois, je pouvais faire 8 heures, 10 heures, 12 heures dans la salle d'entraînement. Alors, je ne m'entraînais pas 12 heures d'affilée, mais c'était soit j'enseignais, soit je m'entraînais, soit j'enseignais, soit je m'entraînais. Donc il y a eu vraiment cette pratique intense. Quand j'ai arrêté et que je suis revenu en France vers 2003, j'ai continué à m'entraîner, on va dire, au minimum, c'était 2, 3 fois par semaine pour quelque chose de normal, tu vois, 1 heure ou deux d'entraînement. Et après, j'avais tous les jours une pratique, mais beaucoup plus light, de 10, 15 minutes, pour répéter, réviser les mouvements. Je faisais beaucoup j'en fais toujours, de travail dans le vide. On appelle ça shadowboxing. Et c'est comme ça que je continue à progresser. Et j'ai toujours fait aussi des stages intensifs. Donc, ce qui reproduisait un peu ce que j'avais fait à l'armée, puisque pour devenir instructeur de Krav Maga à l'armée, on fait 4 semaines de stage, 8 à 10 heures par jour. Donc, j'ai toujours continué les stages intensifs. On va dire que je partais tous les 2, 3 mois pour 3, 4 jours. Pareil, encore une fois, 8 heures dans la journée, intensif. Tu bouffes de la technique, tu bouffes de la technique, etc. Et, euh, et en fait, le Krav Maga, ça, t'as l'impression quand t'es débutant qu'il y a énormément de techniques différentes. Et parfois, le débutant, il est un peu noyé. Mais plus tu progresses, et c'est ça la magie du Krav Maga, plus tu comprends qu'en fait, à chaque fois, c'est les mêmes principes qui sont utilisés. Et tout l'objectif, moi, quand je forme mes instructeurs, c'est de leur faire comprendre à quel point travailler par principe est plus pertinent que essayer de jouer sur sa mémoire, parce qu'à un moment donné, ta mémoire, elle va te faire défaut, et puis quand tu es sous stress, ta mémoire, elle va te faire défaut. Donc, il vaut mieux s'appuyer sur les principes. Mais c'est le travail de plusieurs années d'entraînement pour comprendre à quel point les principes sont présents dans toutes les techniques. Je sais pas si ça a du sens ce que je te Si, dis, si, ouais, mais ouais, mais tu vois, j'ai une question à la con qui me vient. C'est combien de fois par semaine il faut que je m'entraîne pour devenir, je veux dire, bon ceinture noire? alors, le premier, on me pose souvent cette question. Et en fait, le Krav Maga, ça va très très vite. On va pas dire pour devenir ceinture noire, mais on va dire pour pouvoir se sentir en sécurité dans la rue. Après quelques mois, on va dire 8 mois, 6 mois, à raison de 2 fois par semaine, ça change complètement la donne. Et ça change complètement la donne parce qu'on va te parler de comment est-ce que tu dois te tenir dans la rue,
qu'est-ce que tu dois faire avec tes yeux, qu'est-ce que tu dois faire avec tes mains. On va te donner des clés très très simples, typiquement un enchaînement qui marche à chaque fois et qui est hyper efficace. Et on va te faire travailler ça des centaines et des centaines de fois. Tu vois, on va automatiser les mouvements. Et beaucoup de mes élèves, quand j'avais mon club ou alors quand je donne des séminaires, viennent vers moi en me disant c'est fou, après seulement quelques mois, je me sens vraiment en sécurité et je me sens beaucoup plus capable de réagir. Alors évidemment, quand on enseigne le Krav Maga, on ne dit pas aux gens, voilà, s'il y a un problème, tout de suite vous réagissez avec des coups de pied, des coups de poing, puisqu'il y a quand même la notion de légitime défense qui est importante et de cadre légal. Donc le but, c'est pas d'aller au combat, mais au contraire, le but, c'est de tout faire pour que le combat n'ait pas lieu. Cependant, il faut avoir assez de lucidité pour pouvoir gérer tout ce qui peut se passer dans un environnement d'agression. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour la ceinture noire spécifiquement, il faut en général 4 à 6 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Il faut que tu passes tes ceintures les unes après les autres. Tu t'entraînes régulièrement, 2 fois par semaine. On va dire que si tu l'as au bout de 5-6 ans, c'est quelque chose d'assez régulier. Ouais, non, mais c'est quand même 5-6 ans. Voilà, c'était ma question. Faut quand même, faut bien Envoyer. persévérer quand même. Ouais, faut quand même bien Ouais, persévérer. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, le Krav Maga, là-bas, c'était un sport d'autodéfense. Mhm. Et je t'ai entendu dire, donc, que ce soit en podcast avec Greg ou dans d'autres d'articles ou contenus que j'ai trouvé sur toi, que Ouais. tu conseillais souvent à tes élèves que la meilleure défense, entre guillemets, c'était plutôt de fuir. Et donc moi, ça me semble un peu, tu sais, contre-intuitif dans le sens où, justement, tu fais un art martial, c'est pour pouvoir te défendre. Mhm. Moi, j'ai tendance à penser, tu vois, de manière grotesque sans doute, que celui qui gagne, c'est celui qui attaque en premier, tu vois. Ouais. Ouais. Et, Ouais. Ouais. ok, tu vois. Et là, toi, tu conseillais un peu de fuir. Est-ce que c'est, tu vois, ça me semble un peu antinomique avec le fait d'apprendre à se défendre, parce que Mhm. finalement, dans ce cas-là, j'apprends juste à courir. Ouais, Pas mal. d'accord. Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, la philosophie pour les civils, c'est il faut tout faire pour ne pas être blessé. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai spécifié pour les civils, tu vois. Quand on forme des policiers, on peut garder cette philosophie, mais le policier, on va pas lui dire tu prends tes jambes à ton cou et tu t'en vas, tu vois. Quand on forme des agents de protection rapprochés, on peut pas lui dire tu mets un coup et tu t'en vas et puis tu laisses le VIP sur place, quoi. Donc on s'adapte vraiment à la population avec laquelle on va travailler. Ça, c'est une autre des spécificités du Krav Maga, de pouvoir proposer des techniques spécifiques en fonction des besoins. Pour revenir aux civils, le but, c'est de tout faire pour pas être blessé. Et si jamais tu as une opportunité de t'enfuir, bah, il faut la saisir. Comme si jamais tu as une opportunité de coopérer, ça veut dire tu viens me voir et tu me dis, tu me sors une lame et tu me dis, vas-y, file-moi ton portefeuille. Ben, moi, tout sixième dan que je suis, je vais te le filer, mon portefeuille, tu vois. Et puis, si c'est juste ça qui va faire que tu vas ranger ta lame et que tu vas partir, bah, ça suffit. Et effectivement, là, on peut se dire, mais alors, Manu, pourquoi tu as fait 30 ans de sport de combat pour, au final, juste filer ton portefeuille? Bah, simplement parce que ce qui se passe dans ma tête pendant que je file mon portefeuille, c'est pas la même chose que ce qui se passe sur quelqu'un qui est complètement en panique et qui va agir automatiquement ou qui va voilà, être dans une situation de tremblement permanent et qui va plus avoir de matière, de bande passante, si tu veux, au niveau du cerveau pour pouvoir réfléchir. Donc déjà, c'est déjà différent. Et la deuxième chose, c'est que si une fois que je lui ai passé le portefeuille, c'est pas suffisant et qu'il veut attaquer avec le couteau, bah, je saurais réagir. La troisième chose, c'est que, tu sais, on distingue deux types de violence. Il y a ce qu'on appelle la violence sociale et la violence asociale. Alors évidemment, c'est des modèles. Peut-être qu'un spécialiste de la psychologie il dirait non, il y a 10 fois plus de nuances, mais le modèle, il est très bon pour comprendre ça. La violence sociale, c'est tout ce qui est en lien avec l'ego. C'est pourquoi tu m'as touché, pourquoi tu me regardes, pourquoi tu es assis sur ce banc, c'est mon banc, c'est à moi, etc. Dégage, ou c'est ma place de parking, peu importe, tu vois, tous ces trucs qui sont vraiment en lien avec l'ego, avec le protocole,
Et la deuxième chose, c'est la violence asociale. Et la violence asociale, c'est quand tu as affaire à un taré, tu vois. Typiquement, quand on est dans une situation d'attaque terroriste, le mec qui sort un couteau et commence à taper sur toute la foule, tu peux pas commencer à parler avec lui, à essayer de comprendre ses convictions, pourquoi il réagit comme ça, etc. Et le Krav Maga, il doit t'aider autant à régler des problèmes de violence sociale, et donc de pouvoir communiquer en restant calme, de pouvoir prendre des décisions en restant calme, de pouvoir éventuellement coopérer et lui donner ton portefeuille, lui donner ton téléphone, peu importe ce que tu veux, que réagir dans des situations de violence très grave où tu n'as pas le choix, quoi. Et là, il faut aller taper très fort là où ça fait mal. Donc en fait, le fait de pratiquer le Krav Maga, ça te laisse l'opportunité de pouvoir réagir sur des niveaux différents. On a à peu près, t'es un peu plus vieux que moi, mais on a grandi, je pense, avec les mêmes références. On avait tendance à voir dans les films d'action des années 80, 90, des gars qui étaient balèzes, qui avaient des physiques de fou, hein, Schwarzenegger, Rambo, même Steven Seagal, on le voyait, on se dit putain, le type machine, tu vois, il était solide et tout. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme aussi, tu vois, ouais, j'ai oublié. Et moi, je me posais la question un peu sur les sports de combat. Bah, moi, je suis pas mal un peu tout ce qui est MMA, donc que ce soit l'UFC, le Bellator, tout ça. Et je me posais cette question, c'est est-ce qu'il faut être musclé, parce que finalement on voit les physiques un peu des combattants, tout ça. Et est-ce que les meilleurs pratiquants de Krav Maga ont un physique un peu justement musclé comme on pouvait voir dans les années 80, ou finalement c'est vraiment tu vois décorrélé, tu vois, pour en finir un peu avec ces idées reçues de t'as été musclé, t'es forcément fort, quoi. Ouais, non, c'est loin des super-héros, ça c'est sûr. Des Schwarzenegger, des Stallone, etc. Et je vais te dire, même les gars qui pratiquent et qui ont ce type de physique, ils sont même gênés par ces muscles, parce que au final, si je te donne un exemple de combat au sol, ils vont avoir du mal à bouger. La plupart du temps, ils s'entraînent fort, mais ils sont pas très souples. Tu sais, nous, en Krav Maga, on utilise beaucoup l'explosivité musculaire. Bah, parfois, on retrouve pas cette explosivité musculaire chez les gens qui pratiquent certaines formes de musculation. Mais tu dois connaître ça mieux que moi, à mon avis. Ouais, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que on a souvent tendance à imager ça. Ouais. Et là, tu parlais justement d'explosivité, donc je dérive un petit peu justement là où je voulais aller. Sur l'entraînement du Krav Maga en lui-même, on parle beaucoup de technique. Qu'est-ce qu'il en est de la préparation physique? Tu sais, dans beaucoup de sports de combat, de ce que j'ai pu comprendre, il y a toujours un peu des circuits training à base de squat à vide, de pompe, de corde à sauter, de jumping jack, de burpees, tout ça. Comment ça se passe au Krav Maga? Est-ce qu'il y a aussi toute cette partie-là, un peu conditions physiques, travail d'explosivité, peut-être avec des sauts, ou est-ce que tout est vraiment intégré? Tu vois, c'est un peu comme au foot, t'as un peu deux camps qui s'opposent. T'as ceux qui disent ça sert à rien de courir sans le ballon, et d'autres qui disent bah si, il faut travailler sa condition physique en dehors du terrain. Qu'est-ce qu'il en est au Krav Maga? Alors c'est un peu des deux. Déjà, en tout ce qui concerne la prépa physique, en général, ça va être fait avec poids de corps. Donc, on a des pompes, on a des squats, on a des abdos, on a des tractions, tout ce genre de choses qui sont au final une très très bonne école. Et moi, souvent, je dis aux gens qui me disent, est-ce que je peux rajouter dans mon entraînement, qu'est-ce que tu me conseilles si je vais à la salle, de pousser de la fonte, etc. Et je dis, écoute, regarde, déjà, pousse le poids de ton corps, et puis après, on verra si on rajoute de la fonte. Donc, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de conditions physiques qui est travaillée par l'entraînement, quoi. Comme ce que tu disais sur les deux écoles qui s'opposent au foot. C'est-à-dire que le fait de travailler des séries de percussions puissantes dans un bouclier de frappe ou dans un sac de frappe, indéniablement, ça va te faire travailler ton physique, ça va te faire travailler ton cardio. Le fait de lutter au sol avec quelqu'un, pareil, tu vas bosser physiquement, c'est-à-dire que il va y avoir une activité physique. La partie technique, elle existe, puisqu'il faut apprendre un nouveau mouvement moteur, mais tout le reste, à partir du moment où tu maîtrises la partie technique, ça va mettre en jeu du physique naturel. Après, en général, dans tous les cours que j'ai vus, tu as pendant l'échauffement, pareil, des séries de pompes, des séries de squats, des séries d'abdos, etc., mais qui ont plus un objectif de je prépare le corps à l'effort plutôt que j'améliore mon physique, même si c'est une conséquence, hein.
il améliore un peu. Ce sera plus le cas. Et quand on fait vraiment un circuit training ou ce genre de choses, je recommande toujours de le faire à la fin du cours. Parce que j'ai besoin de la bande passante du cerveau, encore une fois, pour apprendre les nouveaux mouvements. Et si jamais on crame le gars au milieu du cours, quand on va lui apprendre, voilà, ça c'est les mouvements très spécifiques que tu dois faire contre une attaque au couteau, regarde la position du bras, regarde la position de son bras, etc. J'ai peur qu'il n'arrive plus à capter parce que le corps est trop fatigué. Donc on mettra ça à la fin et peut faire des circuits training spécifiques ou des systèmes d'entraînement spécifiques qui intègrent le Krav Maga. Et ça c'est plutôt cool. Donc intégrer au maximum des percussions, intégrer au maximum des défenses, intégrer au maximum des mouvements qui ressemblent à des mouvements de Krav Maga, même si on est en train de faire des pompes, même si on est en train de faire une planche statique ou ce genre de choses, tu vois. Je te donne un exemple tout bête. La planche en général, c'est plutôt les paumes de main qui sont au sol. Nous on demande aux pratiquants d'être en planche avec les deux mains parallèles et c'est plutôt la partie osseuse qui est au sol, donc c'est comme une double défense, tu vois, avec les deux paumes de main qui sont face à face. Et plus on va faire des mouvements qui ressemblent au Krav Maga, plus le corps va se renforcer en lien avec les mouvements du Krav Maga. Qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité du Krav Maga comparativement à d'autres débats sans fin, mais des autres arts martiaux? Est-ce que donc je sais pas si tu seras très objectif vu que c'est ta passion. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité? Moi, j'ai l'impression que tu vois, c'est assez populaire. Moi, quand j'entends parler de Krav Maga, c'est peut-être mon imaginaire aussi, hein, et la façon dont j'ai été éduqué. Mais je me dis, c'est hyper efficace, ça a l'air vraiment. Mais pourtant, si tu regardes un peu tout ce qui est sport de combat, les compétitions, voilà, de MMA, il n'y a pas de pratiquants. Du moins, j'entends pas qu'il y a des gars qui ont fait du Krav Maga qui viennent en MMA. Donc, Ouais. est-ce que c'est si efficace que ça? Alors ça, c'est un gros débat aussi. Moi, j'aime Bah bien voilà, cette. en fait, je lance que sur des gros débats, t'as bien compris. Ouais, moi, j'aime bien. Moi, ça me va. J'aime bien, j'aime bien. Euh, la notion d'efficacité, c'est finalement quelque chose d'assez subjectif. Je connais des gens qui s'entraînent en boxe depuis pas mal d'années. On parle de pratiquants, hein, on parle pas de gens qui rentrent dans l'UFC et qui sont vraiment des gladiateurs et qui s'entraînent 8 heures, 10 heures par jour depuis des années. Tu vois, on parle juste du pratiquant qui fait 2-3 fois par semaine une pratique sportive. Je connais des boxeurs qui font de la boxe depuis, je sais pas, 3-4 ans à raison de 2-3 fois par semaine et qui sont en état de stress maximal si jamais ils se font agresser dans la rue. Et pareil avec le Krav Maga, tu vois. Ça veut dire que, évidemment, quand tu pratiques une activité, tu augmentes les chances de pouvoir te défendre. Mais après, personne n'est à ta place dans la rue et personne ne sait jamais comment tu vas gérer la rue. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Euh, Parce que il faut arrêter, je pense, de dire ce sport il est meilleur que celui-là, ce système il est meilleur que celui-là. Ce qui est sûr, c'est qu'un boxeur, il va donner un coup de poing meilleur que le Krav Maga puisqu'il ne fait que ça, tu vois. Et je parle encore plus d'un boxeur qui fait de l'anglaise. Ils ont 3 coups, le jab, l'uppercut et le crochet. Il va faire ça toute sa vie. Donc, est-ce qu'il est meilleur pour les coups de poing? Oui, il est meilleur pour les coups de poing, tu vois. Ou est-ce qu'un pratiquant de taekwondo, il va donner des meilleurs coups de pied qu'un pratiquant de Krav Maga? Bah oui, puisqu'il ne fait que ça toute sa vie. Le Krav Maga, on a quelque chose qui est dans notre ADN et c'est un avantage et un inconvénient en même temps. C'est qu'on doit être spécialiste dans le fait d'être généraliste. Ça veut dire qu'on doit être bon dans les coups de pied, on doit être bon dans les coups de poing, on doit être bon au corps à corps, on doit être bon contre un couteau, on doit être bon contre un pistolet, on doit être bon contre un bâton, on doit être bon quand on est deux, on doit être bon quand on est au sol. Tu vois, il y a tellement de variations de situations et c'est ça qui fait notre faiblesse, parfois, face à un autre système, et c'est ça qui fait notre force aussi. Parce que demande à un pratiquant de taekwondo de s'en sortir au sol, il va peut-être avoir du mal. Demande à un pratiquant de judo de donner des coups de pied puissants, il va avoir du mal, tu vois. Donc, et le pratiquant de Krav Maga, il est généraliste. Maintenant, où est-ce qu'est la force du Krav Maga, au-delà du coup de poing, du coup de pied, du coup de genou, etc. C'est dans la réflexion. Et c'est dans l'approche tactique. Et ça, c'est vu nulle part dans aucun autre sport de MMA, de boxe, de ce que tu veux. Moi, je pratique les sports de combat, le JJB, la boxe depuis
des dizaines et des dizaines d'années et je n'ai jamais entendu un seul de mes profs me parler de distance de sécurité ou d'observation ou de recherche d'un deuxième agresseur ou de saisis une chaise dans l'environnement et défends-toi. Tu vois, tout cet aspect-là, il est étudié en Krav Maga et pour le coup, c'est cet aspect qui peut réellement faire la différence et te sauver la vie. Donc, il faut arrêter de dire tel sport est plus haut que tel sport ou plus intelligent. Chaque sport se complète. Et encore une fois, voilà, moi, je pratique le JJB, je pratique la boxe thaï, je pratique le Krav Maga et j'aime toutes ces pratiques, tu vois. Et pour moi, elles se complètent parfaitement. Maintenant, si je veux une approche tactique de rue, c'est le Krav Maga. C'est le Krav Maga où on va m'apprendre comment je sors de ma voiture, comment je rentre dans ma voiture, où est-ce que je dois m'asseoir dans le métro, comment est-ce que j'observe dans un restaurant. Et ça, c'est ultra, ultra spécifique au Krav Maga et c'est la rue. Et c'est ça qui fait la différence, tu vois. J'allais te dire, le monde est si dangereux que ça? Non, le monde, il est pas dangereux, mais il y a deux choses. Les pratiquants de Krav Maga, ils viennent soit parce qu'ils se sont fait éclater la tête dans la rue et ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Moi, j'avais une élève, enfin, j'ai plein d'histoires, mais une élève, elle est venue vers moi. Je lui dis, pourquoi tu pratiques le Krav Maga? Elle me dit, je marchais dans la rue, j'étais en train d'écrire un texto, j'ai pris un énorme coup de casque dans la tête. Le mec, il a pris mon téléphone et il est parti. Tu vois, non. En Krav Maga, on enseigne. Alors, c'est de la paranoïa et je sais que c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais t'es trop parano, etc. Mais je préfère moi que ma fille elle prenne pas un coup de casque dans la tête et qu'elle soit parano plutôt qu'elle rentre à la maison avec un coup de casque avec cet événement traumatisant, tu vois. Et donc on dit aux gens n'écrivez pas de texto pendant que vous marchez. On dit aux gens observez l'environnement. On dit aux gens ne mettez pas des oreillettes dans vos oreilles. On dit aux gens sois conscient de l'environnement dans lequel tu te trouves, tu vois. Et effectivement, sur une plage, en vacances, bah, je vais mettre les oreillettes et je vais être détendu. Bah, quand je suis dans le métro, je suis pas détendu. J'observe l'environnement parce que c'est dans le métro qu'il y a des pickpockets, parce que c'est dans le métro qu'il peut y avoir des agressions, parce que c'est dans le métro. C'est-à-dire, tu vois, tu augmentes ton risque. Quand tu sors, tu vas en boîte à 2 heures du matin, tu as beaucoup plus de risques que quand tu vas dans une tour à la Défense à midi parce que tu bosses là-bas, tu vois. Donc, ça, c'est des approches tactiques qui correspondent à ce type de pratiquant. Et le deuxième type de pratiquant, c'est j'ai peur de me faire agresser. Je me sens mal à l'aise quand je suis dans le métro, je me sens mal à l'aise quand je marche dans la rue, je me sens mal à l'aise quand je sors le soir. Donc, tu vois, c'est deux. Et du coup, j'aimerais me sentir à l'aise. Et ces deux raisons font que les gens viennent étudier le Krav Maga pour pouvoir avoir cette approche, pour pouvoir savoir comment se comporter, pour pouvoir savoir quoi faire. Tu sais, il y a d'autres systèmes de self-défense qui existent. Je vais pas les citer, on s'en fout. Mais dans les cours, on leur dit ouais, tu frappes dans les cervicales, et puis après tu lui tords les cervicales, et puis après tu lui pètes un genou. Alors c'est peut-être OK pour l'armée, et encore, même l'armée, il y a des règles. Mais enseigner ça à un civil, tu vois, c'est juste de la folie, quoi. Et si jamais le civil, il fait n'importe quoi parce qu'il est sous stress et qu'il pète les cervicales d'un mec dans le métro, bah après, il va falloir expliquer à la justice pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et dans l'approche du Krav Maga, il y a toujours cette prise de décision. Et que tu retrouves pas non plus en boxe et en MMA. En boxe et en MMA, on t'agresse, bah, tu l'emmènes au sol, en MMA, et tu l'étrangles ou tu lui pètes un genou ou tu lui pètes un coude ou l'épaule, enfin peu importe. En Krav Maga, on va dire, est-ce que c'est nécessaire de se battre? Est-ce que tu n'as pas d'autres options? Est-ce que tu veux pas communiquer? Est-ce que tu peux pas prendre la fuite? Est-ce que tu peux pas juste le repousser, une ou deux frappes, et puis après courir? Et comment tu fais quand t'es pas seul, quand tu es accompagné? L'aide d'une tierce personne, c'est une partie intégrante du Krav Maga. Tu vois, tu sors, t'es avec ta copine ou avec ton copain, tu sors, t'es avec tes enfants, tu sors, t'es avec des collègues de travail. Il y a une agression, bah, comment les mettre en sécurité? Comment les gérer alors que eux ne savent pas se défendre? Et ça aussi, c'est une approche que j'ai vue uniquement chez Krav Maga Global. Tu vois, je l'ai pas vu dans n'importe quel autre système. Bah voilà, en JJB, on t'enseigne que, puisque c'est sportif, emmène au sol et fais une soumission ou gagne des points. En boxe, c'est sportif aussi. On t'enseigne à tourner, on t'enseigne à frapper, mais on t'enseigne pas à protéger l'arbitre, tu vois. Alors que il arrive que les arbitres se fassent frapper dans les matchs de boxe. Et justement, je dérive là-dessus parce que quand tu as parlé quand tu étais instructeur dans l'armée israélienne pour le Krav Maga, Ouais. tu as expliqué que beaucoup de l'entraînement était en fait de l'entraînement un peu mental. Ouais. Là, dans tout ce que tu as expliqué à l'instant, justement, c'est
on voit c'est beaucoup d'entraînement à observer. Toi, tu utilises le mot switch. Ouais, tout à fait. Comment on s'entraîne concrètement comment tu vois cet entraînement à switcher? Tu vois, parce qu'on sait très bien, tu vois, tu parlais de panique. Là, j'ai fini un bouquin qui s'appelait, je crois que c'est la force de l'intuition. On sait que, par exemple, si tu n'as jamais été dans une situation et qu'elle te stresse et que t'es pas Mm. habitué à être en situation de stress, ton cœur va monter à de fortes pulsations et puis tu vas paniquer, tu vas faire n'importe quoi. Tu vois, c'est comme ça Ouais, que des fois, dans le bouquin, ils expliquent qu'il y a des meurtres qui ne devraient pas avoir lieu ou des trucs comme ça. ouais. Euh, et moi, j'ai l'impression que c'est une grosse part de l'entraînement de Krav Maga, du Krav Maga, d'arriver justement à garder ce calme et à justement, tu vois, tu parles de switch. Moi, ça me fait penser un peu au flow j'ai plus le nom de Mihaly, j'ai plus son Ouais. nom exact, voilà. Un nom à coucher dehors. Ouais, un nom impossible. Mais un peu cet état en fait de gestion. Et j'ai l'impression que ça, c'est partie prenante un peu du Krav Maga justement. Ouais. Comment tu enseignes ça, à part cette idée d'observation, de switcher, d'arriver, j'ai envie de dire, à être justement dans cet instant présent et à pas t'emballer ou à être inactif, tu vois, j'ai l'impression que c'est une grosse part d'entraînement quand même du Krav et moi, ça me parle pas mal, ça. Tu sais, la plupart des gens vont te dire oui, il faut travailler les 4 piliers, technique, tactique, physique et mental. Moi, ma vision, et ça c'est vraiment très personnel, c'est que le mental, c'est le plus important. Et c'est vraiment le plus important parce que c'est ce qui va changer la donne. C'est ce qui va te permettre effectivement de rester calme dans une situation de stress, ou c'est ce qui va te permettre de continuer à avancer dans une situation de stress, c'est ce qui va te permettre de prendre des bonnes décisions. C'est cette faculté à maîtriser ce qui se voit le moins et qui s'appelle le cerveau. La technique, c'est une chose et ça se voit, on se filme, on est fier de ce qu'on a filmé, de ce que ça donne, etc. Le physique, c'est une chose, on voit les muscles, etc. Le mental, c'est très frustrant parce que ça se voit pas. Cependant, on est beaucoup dans le ressenti. Et si on prend le milieu militaire et qu'on a des gamins de 18 ans qui doivent avoir les capacités de prendre une arme et d'aller partir dans des opérations très périlleuses, ce qui va faire la différence, c'est le mental. C'est à quel point ils vont maîtriser leur niveau d'engagement, à quel point ils vont continuer à avancer même s'il y a des doutes. Et je te parle de théâtre opérationnel gravissime, hein, où tu as plusieurs morts et il faut continuer à être lucide, où c'est des situations qui sont avec beaucoup, beaucoup d'inconnus, mais il faut continuer à agir avec la meilleure manière et en prenant les meilleures décisions, parce qu'à chaque fois, et encore une fois sur le théâtre opérationnel de l'armée, c'est des questions de vie ou de mort, tu vois. Alors, évidemment, chez les civils, c'est aussi des questions de vie ou de mort, mais il faut la pousser un peu plus pour qu'il y ait question de vie ou de mort. Chez le militaire, vu ce qu'ils ont dans les mains, une mauvaise décision et tout de suite, tu peux tuer quelqu'un. Donc, la partie mentale, elle est vraiment, vraiment fondamentale. Et lorsque j'enseignais à l'armée, sur 2 heures de cours, tu avais à peu près 70-80% de développement des capacités mentales et que 20-30% de développement des capacités techniques. Donc, il y a beaucoup de travail d'engagement, beaucoup de travail de développement de la détermination, de la combativité, du courage, beaucoup de travail de je reste calme dans une situation spécifique à haut risque et au final, très peu de technique. Chez les civils, c'est un peu différent. C'est plutôt inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail de technique. Le civil, il faut savoir qu'il s'entraîne plus que le militaire. Le militaire, il va s'entraîner très fort sur un temps très court, mais le civil, je connais des gens, et puis voilà, si je donne mon exemple depuis 2003, où je suis civil, je m'entraîne 2-3 fois par semaine régulièrement, tu vois. Donc j'ai tout le temps pour apprendre la technique, et du coup, on inverse un petit peu les ratios en faisant un peu moins de mental et de travail de détermination et de courage. Bon, on présuppose aussi que le civil sera moins enclin à affronter une situation extrêmement violente que le militaire qui va partir demain en opération ou qui va faire une opération ce soir et qui va repartir la semaine prochaine, donc qui devra avoir un véritable contrôle sur son mental. Comment on travaille le mental? Tu as donné quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de l'exemple d'une situation qu'on n'a pas vécue. Il y a des exercices au niveau mental qui travaillent sur la visualisation pour pouvoir
vivre des événements que tu n'as pas encore vécu, pour pouvoir vivre des situations. Et quand un groupe d'intervention part quelque part, ils vont collecter un maximum d'informations sur la zone, sur le bâtiment, sur les escaliers, sur la disposition des pièces, etc., pour essayer de travailler déjà mentalement et se visualiser en train de faire l'action euh, plusieurs fois alors qu'ils n'ont pas encore réalisé l'action, tu vois. Donc, au lieu d'être sur le vif pour la première fois, ils l'auront déjà vécu. C'est la même chose pour un coureur automobile qui va visualiser plusieurs fois un parcours et il le visualise probablement beaucoup plus de fois que le nombre de fois où il l'a fait réellement. Et la même chose chez les skieurs et la même chose chez énormément de gens qui utilisent cet outil de préparation mentale pour vivre des situations qu'ils n'ont pas encore vécues ou qu'ils ont peu vécues et les gérer au mieux sur le terrain. Et ça a été prouvé maintenant que le cerveau n'arrive pas vraiment à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, et que si tu t'entraînes mentalement, il y a quand même un développement des capacités qui ressemble à ce qui se passe quand tu t'entraînes réellement. On me demande toujours, bon, alors c'est cool, j'ai plus besoin de faire des pompes, j'ai juste besoin de penser au fait que je fasse des pompes, mais malheureusement, ça fonctionne pas aussi facilement. Mais voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est de vivre des situations difficiles. Donc, on va mettre les pratiquants, je parle en Krav Maga, dans des situations volontairement difficiles, mais toujours avec euh, des règles de sécurité très strictes. Et en général, plus on augmente la fatigue, la difficulté, plus on va mettre des règles de sécurité drastiques ou du matériel de protection adéquat. On peut mettre des plastrons qui protègent même le devant et l'arrière. On peut mettre des casques protège-dents, des gros gants, des protège-genoux. Tu vois, on peut aller assez loin dans les protections, mais parce qu'on va demander un engagement très puissant qui ressemble à un engagement de rue, tu vois. Donc oui, la partie mentale, elle est vraiment fondamentale et, euh, et elle permet pour moi de faire vraiment la différence entre quelqu'un qui va réussir à se défendre dans la rue ou pas. Et d'ailleurs, elle est importante aussi pour toutes les sphères de ta vie. Combien d'élèves sont venus vers moi en me disant Putain, Manu, je suis tellement content, j'ai réussi à décrocher ce contrat grâce à ce que tu m'as appris à l'entraînement. Genre, je demande toujours, tu t'as mis un coup de poing dans la gueule de ton prospect. Il fait non, non, non. Mais j'étais engagé, j'ai pas lâché, le mental était là. Je me suis dit non, je décroche ce contrat. Et tu vois, et les gars progressent aussi dans leur sphère privée, même dans leur résilience par rapport aux difficultés de couple, par rapport aux difficultés avec les enfants, etc. Ça veut dire qu'une fois que tu as le mental, tu peux aussi le calquer sur plein de choses différentes dans ta vie, quoi. Mais c'est exactement là où je voulais t'emmener. J'ai l'impression, tu vois, après cette discussion, que finalement, le Krav, c'est un peu une école de la vie, tu vois, dans tout ce que tu nous as partagé. C'est effectivement, tu améliores tes capacités physiques. Donc, on regarde, voilà, des arts martiaux, t'arrives à mieux à te défendre. Tu peux attaquer si tu veux, mais bon, c'est pas le but. Sauf si t'es militaire, t'es sur le terrain. Mais surtout, t'améliores effectivement ta confiance en toi. Et moi, j'ai tendance je le dis souvent dans mes podcasts donc personnels qui sont Leadercast, que la musculation m'a permis, par le fait de voir que mes efforts donnaient des résultats, me permettaient de me transformer physiquement, de mettre plus lourd sur mes barres, m'avait permis ensuite, d'un point de vue entrepreneurial, d'entreprendre beaucoup plus facilement, parce que j'avais intégré le fait, donc pas juste compris, mais intégré le fait que par des efforts, je pouvais obtenir des résultats. Exact. Et ça m'amène justement à ce que tu dis, c'est que toi, le Krav, en fait, ça fait la même chose. Et c'est ce qui a fait que tu as développé en même temps une autre activité à côté du Krav Maga, qui est un peu, si j'ai bien compris, de l'accompagnement pour les entrepreneurs, et que le Krav Maga peut faire justement figure un peu d'école pour, un peu comme la muscu elle a fait pour moi et comme j'essaie de le partager, pour justement mieux entreprendre dans ta vie et vivre, j'ai envie de dire, une vie un peu plus choisie. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois aussi? Ouais, c'est ça, et c'est venu de façon assez marrante. C'était pendant la crise du Covid, où tout d'un coup, tous les clubs étaient fermés. Tu vois, moi, j'ai une centaine de clubs en France, ils étaient tous fermés. J'ai une grosse activité où je donne des séminaires partout en France et dans le monde entier. Il y avait plus rien. Enfin voilà, tout était à zéro. Et je me suis dit merde. Qu'est-ce que je vais faire alors? J'ai digitalisé une grosse partie de l'entreprise, j'ai créé pas mal de cours en ligne, etc. C'était une première chose. Mais il me restait encore du temps. Tu te rappelles, on était enfermés à la maison et on n'avait pas le droit de sortir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit, je vais écrire un bouquin
pour les entrepreneurs qui s'appelle Le Réveil du Guerrier, qui permettra aux entrepreneurs d'apprendre à se fixer des objectifs et de s'y tenir. Et j'ai écrit ce bouquin, il est devenu best-seller sur Amazon. Et outre le fait que j'ai pu continuer à aider des gens, même si on était enfermé à la maison et qu'on pouvait rien faire, eh bien, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs sur cette partie mentale, tu vois, préparateur mental pour entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, et tu es entrepreneur, donc tu peux me le confirmer, ils sont soumis à un ascenseur émotionnel permanent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va rater? Tiens, merde, pourquoi il n'y a plus de vente? Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Et est-ce que je vais réussir à le faire? Et il faut faire des vidéos, j'ose pas. Ah, mais il faut monter un nouveau projet. Et est-ce que ça va fonctionner ou pas? Tu vois, il y a vraiment des tonnes de questions que l'entrepreneur se pose. Et c'est les mêmes besoins que le militaire qui va aller sur le terrain. C'est les mêmes besoins que quand on se retrouve dans une situation très problématique dans la rue et qu'on commence à se poser toutes les questions, c'est la gestion du mental. C'est la gestion du stress, de l'anxiété, de la frustration, de la peur, de l'inquiétude. C'est l'organisation. Et à partir du moment où j'ai proposé ce type d'accompagnement pour les entrepreneurs, j'ai vu que ça leur plaisait énormément. Et donc, du coup, je continue à transmettre pour moi la philosophie du Krav Maga, mais je donne plus de coups de poing et de coups de pied. C'est simplement par l'échange et aussi l'application des techniques que j'utilise pour maîtriser son mental. Est-ce que tu penses, tu vois, moi c'est une question que je me pose et j'ai l'impression que mon avis c'est qu'on peut pas trop y déroger, c'est que il faut une pratique. Donc là, toi c'est le Krav, moi c'est plus la muscu, mais d'autres activités peuvent le faire aussi, hein, je pense. Mais rien va remplacer la pratique d'activité pour te permettre justement d'améliorer ton mental, tu vois, parce que tu peux lire, tu vois, moi j'en connais plein, ils lisent tous les livres qu'il y a sur la préparation mentale, le mental. Mais pour moi, ça reste toujours très abstrait tant que tu vis pas les choses. Tu vois, il y a une grosse différence entre comprendre, lire, voilà, et intégrer, quoi. Et Est-ce que toi, tu remarques ça aussi dans ton expérience, toi, d'accompagnateur, là? Moi, je recommande à tous mes clients dans l'entrepreneuriat de pratiquer une activité physique. Parce que les mouvements physiques vont changer aussi l'état émotionnel dans lequel tu te trouves. Moi, quand je m'entraîne, je finis l'entraînement, je suis bien, tu vois. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais même s'il se passe quelque chose, même si tu es énervé avant l'entraînement par une mauvaise nouvelle ou peu importe, tu t'entraînes, tu vas mieux après, tu vois. Donc ça, c'est déjà important. La deuxième chose, c'est que je leur recommande de pratiquer une activité physique intense et je recommande les sports de combat parce qu'il se passe quelque chose de particulier. Alors ça, je sais pas exactement, mais le fait de taper, le fait d'avoir ce mouvement assez extrême et parfois même le fait d'avoir le risque de se faire taper, tu vois, parce que quand tu es en combat, il y a des risques dans les deux sens. Et il y a tout de suite l'humilité qui doit être en jeu, l'ego qui doit être en jeu, la maîtrise de soi qui doit être en jeu. Et je ne sais pas si on retrouve la même chose au tennis ou au golf ou peut-être même en muscu, tu vois. Donc, il faut pratiquer une activité physique, ça c'est sûr. Moi, peut-être je prêche pour ma paroisse, j'en sais rien. Ouais, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que ça m'intéressait de voir comment toi tu vois les choses. Moi, je pense beaucoup à la muscu parce que les résultats se voient tout de suite, tu vois. Et en ce sens, ça m'avait pas mal aidé. Et donc, pour ça, je te pose la question, parce que je voulais voir ton avis, toi, avec le recul, vu que... C'est-à-dire que je trouve que la muscu, c'est un sport individuel, au final, où tu es avec toi-même. Et à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué, je pense, voilà, en boxe taille, en JJB, en Krav, etc., où il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué et que tu ne maîtrises pas forcément l'autre, c'est encore plus compliqué mentalement à gérer. Parce que c'est plus que toi, mais c'est comment je gère l'autre. Pourquoi est-ce que il est meilleur? Pourquoi est-ce que je me suis fait avoir? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à me toucher? Tiens, c'est pas cool. On avait dit qu'on faisait du combat souple et il m'en a mis une grosse en pleine gueule. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi aussi je lui remets une grosse en pleine gueule ou est-ce que c'est pas grave? C'est un apprentissage. Je lui dis merci. C'était à moi de monter ma garde. Tu vois, il y a toutes ces questions où je trouve d'imprévisible. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, exactement. Et je trouve que dans les systèmes, voilà, même bon, pour parler de la muscu, mais j'ai rien contre la muscu, hein. Non, mais je vais rebondir après là-dessus sur l'imprévisible de la muscu, mais voilà, pour parler de la muscu, t'es face à toi-même, quoi, et c'est toi l'unique pilote du système, et il y a pas d'interaction avec une autre personne ou deux autres personnes. Tu vois, parfois on fait combat 2 contre 1, 3 contre 1. Bon, c'est encore plus le bazar à gérer, quoi.
Ouais, non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Après, en muscu, ce qu'il y a, c'est que pour beaucoup de pratiquants qui sont pas très doués, comme c'est mon cas ou d'autres, en fait, tu es frustré parce que t'as pas de résultats. Donc, tu es obligé de t'impliquer, tu es face à toi-même, mais il y Ouais. a les résultats, tu vas pas spécialement les contrôler, quoi. Tu t'entraînes, et donc tu es obligé de passer par l'alimentation, tu es obligé de cadrer plein de choses autour de l'entraînement pour avoir, on va dire, les effets de Ouais. tes efforts. Et donc, ça aussi, ça, tu vois, ça pourrait être un peu complémentaire, mais bon, après, on n'a qu'une vie, donc on peut pas tout faire, mais voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de t'emmener sur le dernier, ma dernière question, Yes. qui est, moi, j'ai l'impression en t'écoutant, donc dans tous les autres podcasts où t'es passé aussi chez Jérôme de biomécanique, Ouais. que t'es tombé amoureux du Krav Maga en fait. Tu vois, tu vois, souvent les gens se demandent comment on devient passionné, d'où vient la passion, tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme un amour, tu vois. Toi, t'es tombé amoureux du Krav Maga et si j'ai compris ton parcours, à 18 ans, tu pars en Israël euh, pour t'enrôler dans l'armée, pour apprendre le Krav Maga, entre guillemets. Rapidement, tu veux devenir instructeur alors que tu viens de débuter. Et ça fait plus de 20 ans que tu as cette passion avec le Krav Maga. Euh, parce que souvent, quand on parle d'amour, c'est un peu une réaction émotionnelle. Donc, je sais pas Ouais. si tu sauras expliquer, mettre des mots là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça ton histoire. Tu étais tombé amoureux du Krav Maga suite au fait que tu faisais des sports de combat et que ton frère s'est fait casser la gueule, C'est ça, voilà, ouais. comme un rigolo. Et après, tu dis merde, ce que je fais, ça sert à rien. Tu Ouais. découvres un peu le Krav, mais de manière très amateur. Tu vas là où ça se passe. Mais déjà, pour aller là où ça se passe, c'est que tu étais tombé amoureux du truc. Tu vois, tu avais déjà un peu l'étincelle. Et, Ouais, il y euh, et avait, donc, et il y donc, a, je il y me a- demande un peu comment les. Mais je sais que t'as pas, peut-être pas de réponse, pardon. Mais tu vois, comment cette étincelle s'est allumée et de cet amour qui dure depuis plus de 20 ans, quoi. Alors, ça, il y a une partie où je sais pas, puisque j'ai commencé les arts martiaux à 7-8 ans, tu vois. Donc, c'est le moment où les parents, ils savent pas trop quoi faire de toi. Ils t'inscrivent au club en bas de la maison et puis c'est comme ça. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Ce qui est sûr, c'est que ouais, à l'âge de 14 ans, quand j'ai vécu l'agression de rue, il s'est passé quelque chose. Et tu vois, là, pour rebondir sur le fonctionnement du cerveau, c'est l'installation d'une croyance très puissante. Je ne veux plus revivre ça. Et je me suis fait agresser avec mon frère. Et lui, quand il, il s'est fait casser la gueule, il en a eu rien à foutre, tu vois. Et il n'a même pas réagi. Il a jamais cherché à apprendre à se défendre. Donc, deux individus peuvent être face au même problème et réagir radicalement différemment. Alors, est-ce que j'avais des prédispositions? Est-ce que c'est parce que moi, je m'entraînais déjà? Est-ce que c'est parce que mon ego a vraiment été touché? Je saurais pas te dire. En tout cas, j'ai cherché des solutions. J'ai cherché vraiment pendant 2-3 ans la boxe style, le jujitsu, enfin tout ce que je pouvais avoir sous ma main. Et le Krav, quand j'ai découvert ça vers 15-16 ans, bah, c'est apparu comme la solution. Donc, tu vois, comme quand tu as l'éclair au-dessus de ta tête, Alléluia, tu vois. Enfin, un truc qui correspond à ma recherche et à mon besoin. Et après, quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage à fond. Bah oui, évidemment, il y a eu l'armée qui est sortie, qui est partie derrière. Quand j'ai découvert le Krav Maga militaire, j'ai tout fait pour y accéder. Et après, je vais te dire, au-delà du Krav Maga, ma passion et mon super pouvoir, c'est la transmission et c'est la pédagogie. J'aime transmettre, j'aime aider les gens, j'aime les aider à s'améliorer et à se dépasser. Et en fait, j'ai utilisé le Krav Maga comme un outil de développement personnel, comme un outil de dépassement de soi, comme un outil pour pouvoir euh, gérer ses peurs et aller au-delà de ça. Et il y a pas beaucoup de professeurs de Krav Maga qui travaillent comme je travaille. Et en fait, moi, j'auto-alimente mon désir parce que plus j'enseigne, plus je réalise ma mission de vie. Ça veut dire transmettre quelque chose aux gens. Et quand tu transmets aux gens la confiance en soi, quand tu transmets aux gens bah, la satisfaction personnelle, le fait qu'ils puissent regarder droit vers l'avant quand ils marchent dans la rue au lieu d'avoir une peur profonde, ben, ça m'auto-alimente encore plus, tu vois. Et maintenant, je peux me permettre de faire ça encore à plus grande échelle parce que je peux aider tous les entrepreneurs. Et quand un entrepreneur me dit, putain, j'ai réussi à décrocher
ce contrat grâce à toi, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à ce qu'on vient de faire, tu vois. J'ai réussi à créer cette nouvelle branche, ce nouveau produit, etc. Grâce à l'accompagnement qu'on fait, bah moi je me sens encore plus impliqué dans ma mission de vie, donc ça me donne encore plus d'énergie pour faire encore plus, tu vois. J'ai envie d'écrire d'autres livres, j'ai envie de créer encore d'autres accompagnements, j'ai envie de faire des stages avec encore plus de monde. Donc oui, j'alimente la passion parce que je suis aligné avec les valeurs qui me tiennent à cœur et que je suis aligné avec ma mission de vie. Bah, c'est J'ai très beau... répondu. ouais, c'est un très beau mot de la fin, je trouve, Manu. Ouais, c'est ça. J'ai répondu un peu philosophiquement, Ouais, mais c'était ça. c'est Bah, de toute façon, je sais qu'il n'y avait pas trop de réponses rationnelles, hein, t'inquiète. c'est un peu ça, en tout cas, ce que je ressens et ce qui me motive pour faire ce que je fais, quoi. Où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur toi ou te contacter s'ils veulent? Eh ben, écoute, pour la partie entrepreneuriale, emmanuelayache.com et pour la partie Krav Maga, kravmagauniversity.fr. Et sinon, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, très belle chaîne YouTube. Oui, YouTube, tu postes pas mal de vidéos. J'ai vu que Ouais, tu étais assez actif. ouais, avec plus de 70 000 abonnés, plus de 300 vidéos. Donc, je conseille vraiment aux gens qui veulent découvrir un petit peu plus avant de faire une pratique en club, d'aller voir les vidéos pour pouvoir en comprendre un peu plus la philosophie. Bah, je pense qu'avec le podcast, t'as donné bien envie d'essayer le Krav Maga quand même, hein. Bon, moi, j'ai regardé sur le site, mais il y avait, tu vois, moi j'aime bien tester des choses et tout, mais il y a rien à côté de chez moi. Il y a vraiment rien de rien sur la Haute-Savoie. Il faut venir en stage. Pour l'instant, c'est le vide intersidéral en Haute-Savoie. Donc, si jamais il y en a qui écoutent, qui sont entrepreneurs, qui font du Krav Maga, qui se disent ah putain, il y a une opportunité, bah il y a une opportunité en Haute-Savoie, ça c'est sûr. Exact. Il y a une belle opportunité parce qu'il y a rien, sur le Krav Maga en tout cas. On va monter une école là-bas. Et en tout cas, Manu, merci de ton temps. Avec grand plaisir. C'était super et ça m'a lancé pas mal de pistes de réflexion, même vis-à-vis de moi-même, et j'espère qu'il en sera de même pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci encore merci et beaucoup. à bientôt. Salut. À bientôt. Bye bye. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.